Moi, en tant qu'informaticienne, j'étais un peu un ovni. J'avais 30% de moins de salaire. Plus le poste est qualifié, moins on va avoir de filles qui candidatent. Et après, dans le travail, j'étais assez seule. Je vois aucune difficulté particulière en être une femme dans le numérique. Les femmes digitales, le podcast qui met en lumière celles qui façonnent le numérique d'aujourd'hui et de demain. Programme proposé par Digital 113 et Numéum. Bonjour à toutes et tous. Alors nous voilà réunis pour un nouvel épisode des Femmes Digitales. Aujourd'hui, nous accueillons Sarah qui va nous partager que l'ambition n'est pas un défaut, mais un rêve qui nous transporte vers une carrière absolument épatante. Bonjour Sarah. Bonjour Magali. Alors, nous commençons par la question introductive de l'émission, toujours. Dis-moi, Sarah, en quoi es-tu, et qui es-tu déjà, et en quoi es-tu une femme digitale ? Je suis Sarah Peigné, directrice générale adjointe chez Numifrance. Numifrance est un groupement d'intérêt public issu de la fusion entre le MIPI et le CIB. Aujourd'hui, nous sommes le premier acteur public au service de la transformation numérique des établissements de santé et nous nous engageons également aux côtés des collectivités territoriales et au service des concentrés de l'État. Numifrance a vu le jour au début de l'année 2025 et ce nom représente l'objectif de Numifrance de s'inscrire dans un numérique souverain, éthique et innovant. Donc Num pour numérique, qui est le cœur de notre métier, le I pour la place fondamentale de l'innovation, le H pour l'humain parce que notre stratégie et notre transformation se basent sur l'humain et aussi pour faire un clin d'œil à notre origine hospitalière. Dans le cadre de mes activités de directrice générale adjointe, je suis plus particulièrement en charge du sponsoring de toute la partie stratégie innovation de l'entreprise, de la relation et de l'expérience adhérent, de la qualité, de l'IA, la data, l'interopérabilité, l'hébergement, la cybersécurité, le conseil, le système d'information et la RSE. Waouh! Ah oui, ça fait pas mal de choses tout ça. Tu vas pouvoir nous en dire un peu plus et puis surtout nous parler de ton parcours. Comment on arrive justement à ce poste avec toutes ces multicasquettes. Alors, comme évidemment on a préparé cette émission, tu es originaire de la Côte d'Ivoire et en effet, alors Numi, t'as parlé de la santé, mais en effet, tu as commencé ta carrière dans le biomédical. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement ce début, cette histoire, et comment on arrive dans le monde du numérique ? C'est vrai que le domaine de la santé a toujours été une évidence pour moi depuis toute petite. J'ai toujours voulu exercer dans ce domaine-là. Faire quoi exactement, je ne savais pas à l'époque, mais ça a resté une évidence qu'il fallait que je trouve un métier qui soit conforme à ce rêve de petite fille. Et donc, je suis arrivée en France à 17 ans, juste après le bac, et j'ai intégré une école d'ingénieur en informatique, électronique et automatique. Et tout au long de mon parcours en école d'ingénieur, j'ai pu travailler sur des projets qui étaient orientés autour du domaine de la santé. Et en fait, c'est grâce à l'école d'ingénieur que tu es venue en France ? C'était pour Oui, l'école tout à d'ingénieur ? fait. Ah ouais, super. Exactement. Donc, je suis arrivée en France après avoir passé les concours pour intégrer cette école. Et j'ai pu travailler sur des projets très intéressants autour du domaine médical. Notamment, je me souviens un projet qui était présenté à un salon de réalité virtuelle où nous avions développé un prototype de traitement de phobie à base de réalité virtuelle. L'arachnophobie et la peur du vide. Donc, c'est déjà une première étape qui m'a confortée dans mon idée d'aller plus loin dans ce domaine d'activité. Et là, on est en quelle année de réalité virtuelle ? Parce que c'est intéressant qu'on comprenne bien que là, on parle pas de 2020 ou 2025.
Ah non, on parle de 2003 et 2004 exactement pour ce projet-là. Mais ça va pas me rajeunir, moi qui dis à tout le monde que j'ai 25 ans. Oui, mais c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que, surtout aujourd'hui, on a souvent une vision du numérique et de l'intelligence artificielle qui aurait débuté en 2023, mais pas du tout, hein. Il y avait vraiment Non, déjà des grandes avancées et entre autres, en effet, dans la réalité virtuelle. Donc là, tu parles d'un projet tout à qui a fait. 20 ans. Exactement. Il y a 20 ans, il y avait ce projet-là. Par la suite, j'ai été faire un master en traitement de signal biomédical en Angleterre pour pouvoir avoir une expérience un peu plus accrue dans ce domaine d'activité. Et j'ai fait une thèse au cours de mon master en créant déjà mon premier algorithme d'IA sur le traitement de l'électroencéphalogramme pour pouvoir faire de la prédiction de maladies neurodégénératives telles que Alzheimer ou Parkinson. Et donc ça, c'était en 2005, donc ça fait une vingtaine d'années. Donc effectivement, ce sont des technologies qui existent depuis un temps certain, mais qui se démocratisent et qui sont de plus en Mmh. plus utilisées et adoptées par le grand public. Et finalement, tu as eu la chance, après de pouvoir intégrer des grandes entreprises, hein, toujours dans ce domaine? Oui, tout à fait. Alors, ma première expérience professionnelle a été chez Mitsubishi Electric, qui lançait un programme expérimental dans le domaine de la santé, qui n'était pas leur domaine de prédilection. Et donc là, j'ai été recrutée pour développer un simulateur d'évolution cellulaire. Et donc, j'ai fait du codage hein, informatique en C++ pour développer ce simulateur qui avait pour but démontrer l'impact de l'usage de cellules souches dans le traitement du cancer, à base de théories sur la différenciation cellulaire et le darwinisme. Donc, un Waouh! projet très intéressant, très complet, qui m'a permis de me plonger à la fois dans la science et dans la technique numérique pour pouvoir développer ce simulateur. Tu m'avais partagé une petite anecdote, hein, sur une autre entreprise et qui fait un petit peu d'ailleurs le leitmotiv de mon introduction sur à partir du moment où on a un rêve, eh ben, on peut l'atteindre. Est-ce que tu peux nous partager cette petite anecdote? Oui, tout à fait. Donc, quand j'étais chez Mitsubishi Electric, j'avais mon mari, donc bon, à l'époque, nous n'étions bien évidemment pas mariés, mais qui travaillait à Paris. Donc, on se voyait le week-end, vu que moi, j'étais dans une autre ville. Et un week-end où je suis allée lui rendre visite, nous sommes allés faire une petite balade en amoureux en forêt et en voiture, on est passé devant une entreprise et c'était General Electric. Et quand j'ai vu l'entreprise qui était basée à Buc, une superbe boîte, je suis allée regarder un petit peu ce qu'elle faisait sur internet parce que ça m'a vraiment frappée, vraiment attirée. Et quand j'ai vu qu'elle travaillait dans ce domaine-là, j'ai dit: «Bah, c'est ça. C'est ça que je veux faire. Je veux rentrer dans cette entreprise, je veux y aller». Et ça a fonctionné, moins d'1 an après, j'étais recrutée chez General Electric pour travailler sur des stations de post-traitement d'imagerie médicale. Donc Waouh! ce rêve s'est concrétisé. Waouh, waouh, bravo. Alors, souvent, hein, c'est vrai que quand j'interviewe des femmes, il y a des questions qui reviennent régulièrement parce que c'est les questions souvent que les auditrices et les auditeurs se posent. C'est est-il possible d'atteindre des postes comme le tien, hein, donc plutôt des postes à responsabilité, etc., et d'avoir su gérer ou en tout cas jongler entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Alors, toi, tu as eu 3 enfants. Tu nous as pas donné ton âge, mais tu es quand même jeune. Et malgré tout, tu es déjà, en effet, sur une super carrière. Est-ce que cette vie, justement, perso, comment tu as su jongler entre les deux? Est-ce que ça a été un frein? Est-ce que ça a été une difficulté? Ou pas du tout, d'avoir ces 3 enfants, etc., etc., les déménagements, tout ça, enfin, tu vas nous raconter. C'est vrai. Ça n'a pas été un frein, mais ça n'a pas été simple non plus. Par contre,
à chaque grossesse, ça a été un nouveau challenge, que j'ai saisi comme une opportunité et ça m'a donné des ailes. C'est vrai que, lorsqu'on s'est mariés, on a eu des enfants, très rapidement et de façon très rapprochée. À l'époque, on vivait en région parisienne, quand j'ai eu, mon premier puis mon deuxième 1 an plus tard et là, on s'est dit: «Waouh, la vie, c'est un autre rythme avec 2 enfants en bas âge, en région parisienne, ça va être compliqué. Autant, essayer de se rapprocher, des grands-parents», donc en l'occurrence, des parents de mon mari qui, vivaient en Bretagne, pour, pouvoir, retrouver un rythme de vie un peu plus serein, et retrouver une vie sociale surtout. Donc on a commencé à chercher, du, travail, en Bretagne. J'ai trouvé un poste, donc je suis partie, avec, les 2 enfants sous les bras. Le premier avait à l'époque 1 an et demi et le deuxième 6 mois. Donc nouvelle, vie, nouveau challenge, et en attendant que mon mari puisse nous retrouver, parce qu'il attendait une mutation de son entreprise qui a eu lieu, 6 mois plus tard. Donc ça a été, 6 mois assez intenses. À l'époque, le télétravail n'existait pas Eh oui. encore, donc mon mari pouvait pas être, présent hormis, les week-ends. Donc la semaine, a été quand même, sous adrénaline. Je me posais pas de questions, je fonçais. Je me disais qu'il fallait que ça me fonctionne, que ça marche, et j'ai passé, l'étape de la période d'essai. J'ai été, rapidement confirmée sur le poste et ça a été, un gros soulagement, pour toute la famille et donc je pense que sans les enfants, j'aurais pas eu, cette même énergie et cette même motivation. Donc pour moi, c'était, vraiment une très belle opportunité, pas simple, mais une belle Mmh. opportunité. En fait, ce que tu nous partages, c'est que là où certaines personnes y voient un frein et une difficulté, toi, ça a été presque la clé de ton énergie, de ton succès, c'est ce qui t'a, en tout cas, c'est ce qui a fait que tu as gardé cet optimisme et que tu as très bien réussi. Tout à fait, parce que, mon leitmotiv, c'est: «Tout est possible, on peut atteindre, ses rêves, on peut les Mmh. réaliser. Il faut pas se mettre, de barrières, avoir des pensées limitantes». Donc pour moi, c'était un package d'avoir les enfants, le mari, de découvrir une nouvelle vie, mais ça devait surtout pas être un frein à ma carrière et à mes envies. Et d'ailleurs, ça l'a pas été puisque à peine 30 ans, tu as accédé à ton premier codir. Effectivement, ça s'était tellement bien passé avec, ce nouveau poste, les 2 enfants, que très rapidement, il y a eu, un troisième enfant qui a été mis en route et qui est arrivé. Et donc congé maternité, un peu plus long, donc 6 mois. À mon retour, mon, chef, le directeur, général me reçoit et là, il me propose, un poste, de direction d'une business unit et donc d'intégrer le CODIR. Là, je me suis dit: «Waouh, j'ai 3 enfants, que j'ai eu en l'espace de de 3 ans, donc encore jeune, Mmh. nouveau, challenge, mais oui, on y va, bien Ouais, sûr qu'on y va». à cet instant, tu as pas douté, de Ah suite, non. tu t'es dit: «Go». Ah oui, c'était une évidence, je me suis dit, «Il y a pas de hasard dans la vie, donc s'il me fait cette proposition, c'est que j'en ai les capacités et donc j'y vais». Waouh! Et donc du coup, bon, la question qu'on pose toujours, hein, on arrive dans un codir, alors là en plus 30 ans, jeune femme, y a-t-il d'autres femmes avec toi? Non, non, j'étais, la seule femme, la plus jeune, et donc ça n'a pas été simple de faire ma place. Forcément, le domaine, du numérique est un domaine très masculin et c'est pas toujours, simple quand on arrive à ce, niveau de responsabilité au sein de l'entreprise, de faire sa place. Mais je suis restée, focus, sur, mon objectif. Pour moi, le but était de faire bien mon travail et surtout de prendre du plaisir et j'ai pu, équilibrer ma vie personnelle et ma vie, professionnelle et mettre en œuvre, l'ensemble de mes compétences, de mon expertise, pour, réussir cette mission.
Et puis, tu as été accompagnée, hein, c'est ça. Alors, souvent, hein, on nous partage que il y a toujours des mentors, des ambassadeurs, parfois d'ailleurs les conjoints, qui sont vraiment là, qui sont en soutien et qui sont vraiment aussi une clé de succès et de réussite parce que ça donne aussi l'énergie et les conditions favorables. Exactement, c'est vrai que déjà le cadre familial est très porteur, très propice, au développement, de la carrière que j'ai souhaité avoir. J'ai toujours eu un mari, présent pour, m'écouter, pour m'épauler, dans les moments difficiles notamment parce que, c'est pas toujours simple. Donc, ça a été vraiment, facilitant pour pouvoir atteindre, mes objectifs. J'ai eu aussi, l'occasion et la chance d'avoir, des mentors, des ambassadeurs qui ont toujours cru en moi, qui m'ont, toujours motivée et qui ont su, maintenir la flamme, qu'il y a en moi, Mmh. allumée, malgré les moments de turbulence. Alors malgré tout, quand même, dans cette success story, hein, on continue et un nouveau challenge s'offre à toi puisque finalement c'est la voie commerciale qu'on te propose, hein, la direction du développement à l'international, mais t'as pas forcément eu de formation dans le commerce. Donc comment on fait pour relever le défi d'un tel poste sans avoir eu forcément ni la formation, ni les diplômes, ni l'expérience au niveau commerce? C'est vrai que c'est pas évident, mais à nouveau, je me suis pas posé de questions. Je me suis dit: «Tout est possible, on y va». Donc c'est Ça, peut-être, ça, c'est la une petite meilleure des folie. phrases. Mais non, mais non, mais non, ne nous posons pas des questions. Je crois qu'on s'en pose trop, nous, les femmes, des questions. Voilà, on se fait trop de nœuds au cerveau, faut savoir, aussi aller découvrir, de nouvelles choses. Je trouve que c'est important, intellectuellement, de se remettre en question, de faire de nouvelles découvertes, et avant tout de bien s'entourer aussi dans ces cas de figure. Donc c'est une, proposition qui m'a été faite, par le directeur parce que l'entreprise était, sur le point de se faire racheter et il m'a dit en toute sincérité que c'était important aussi de pouvoir la valoriser. Cette valorisation allait se faire par un développement international. Le marché, français, sur lequel nous étions positionnés était fortement contraint et donc il y voyait une opportunité d'aller à l'international et de pouvoir, développer notre savoir-faire, dans d'autres pays, sur d'autres continents. Et donc, il m'a demandé de relever, ce défi-là. Je me suis dit: «Go, c'est une belle opportunité». Je vais, certes, peut-être souffrir un petit peu, mais je pense que je vais m'amuser, et c'était, vraiment important pour moi d'avoir cet équilibre-là. Ah ouais. Et donc, on est parti de rien et on a tout construit, pour arriver à un chiffre d'affaires de plusieurs millions, d'euros au bout de 3 ans. Et donc, c'est vrai que j'avais pas ce Mmh. profil-là, mais j'ai su bien m'entourer. Le fait d'avoir aussi, l'expertise, technique, d'avoir la hauteur de vue, le pragmatisme, qui allait bien, m'a permis, de bien réussir, cette mission. Un vrai challenge relevé. Et alors, on évoque souvent le plafond de verre. Est-ce que toi aussi, tu as été confrontée à ce fameux plafond de verre dans cette, justement, réussite et ascension professionnelle? Alors je ne sais pas si je pourrais vraiment, le nommer en tant que tel, mais c'est vrai que, une fois le rachat de la société effectué, j'ai maintenu ce poste, de directrice commerciale internationale, mais avec un périmètre beaucoup plus large sur l'ensemble, des, offres de services, et produits, développés par l'entreprise et par, ses filiales. Donc, un poste transversal, très intéressant. Covid est passé par là et au bout de 5 années, j'avais envie de voir autre chose. Je me suis rendu compte que justement cette envie n'aurait pu être satisfaite en sortant de mon périmètre, actuel et en allant voir, dans d'autres sociétés ce qui, se faisait.
J'ai aussi fait un travail introspectif pour bien cadrer ma recherche par rapport à mes envies du moment, par rapport à mon expertise que j'avais acquise les années précédentes. Et donc là, je me suis dit, le poste idéal serait un poste de DGA, donc de directrice générale adjointe, parce qu'il alliait à la fois le côté stratégique qui me passionnait et cet aspect pluridisciplinaire, le fait de toucher à tout, qui me motivait également énormément. Et donc, j'ai été contactée par un chasseur de tête pour intégrer un parcours de sélection pour être DGA au sein du CIB. Et donc, après de longues étapes, de longs entretiens, de longs tests à passer, ma candidature a été retenue. Et donc là, c'était le début d'une nouvelle aventure. D'une nouvelle aventure, donc en tant que DGA. Et alors, tu m'as dit une phrase qui est hyper intéressante, qui dit finalement, moi, je suis carriériste, mais ce n'est pas un gros mot. Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut être à la fois une bonne mère, totalement épanouie dans ce rôle-là, être une bonne épouse et avoir l'envie d'aller plus loin, toujours plus loin, toujours plus haut dans son travail, dans sa carrière, sans pour autant avoir une étiquette péjorative sur ce mot, ce terme de carriériste. C'est vrai que, en France, le mot carriériste, il n'est pas très bien connoté. C'est assez négatif. C'est la vision de la personnalité requin qui va écraser tout sur son passage. Et c'est très intéressant, surtout pour nous les femmes qui, souvent, justement, on se remet un peu en question sur pas aller trop vite, ne pas aller trop loin, ne pas être légitime, ne pas... Bon, bref. Là, en fait, je nous offre une autre perspective et un autre témoignage de dire, mais non, mais c'est pas un vilain mot. Au contraire, et si on a envie, et c'est ça, c'est toute ton histoire, c'est j'ai envie, je vise un point peut-être même très haut, et finalement, parce que je l'ai visé, parce que j'y ai mis les moyens et parce que j'y crois, eh bien, je l'atteins. Exactement, c'est vrai, cette notion de pensée limitante, pour moi, je souhaite l'écarter. C'est pas toujours évident, mais il faut rester focalisé sur son objectif et se dire que tout est possible. Il faut se dire qu'il y a un équilibre qui est important entre la vie perso, la vie professionnelle et qu'on a besoin des deux. On peut très bien faire les choses de façon correcte vis-à-vis de ses collaborateurs, de ses pairs, de façon bienveillante et atteindre son objectif. Tu parlais tout à l'heure de requins. Je pense que c'est une question de mindset. On peut très bien atteindre de beaux postes et avoir une belle carrière sans pour autant écraser les autres. Eh ben, merci beaucoup, Sarah. Je crois que c'est une très, très belle conclusion. Pas de croyances limitantes et on y croit, on y va et on l'atteint. Merci beaucoup, beaucoup, Sarah, pour cet échange et ta participation à notre émission. Vraiment, je vais vraiment garder ce message que si on y croit fort, tout est possible et ça arrive. Alors, nous clôturons notre émission avec notre fameux mantra, le numérique. Une opportunité pour les femmes. Les femmes. Une opportunité pour le numérique. Eh bien voici, nous arrivons à la fin de notre émission. Ce témoignage qui débute notre année 2026. Alors cette année sera, je vous l'annonce, riche en nouvelles personnes, hommes et femmes d'ailleurs, interviewées, en message optimiste, comme nous l'a partagé Sarah. Donc je suis ravie de commencer cette année avec cette vision extrêmement optimiste des métiers du numérique. C'est vraiment un plaisir d'être à vos côtés, de continuer tous ensemble. Et je vous assure que nous vous préparons une année et une programmation toujours plus riche et inspirante. Alors surtout, restez connectés avec nous. Au revoir. C'était Les Femmes Digitales, un programme imaginé par Digital 113 en partenariat avec Numéum. Nos témoignages sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming audio et sur digital113.fr.